Il n'y a qu'un seul monde, et il est faux, cruel, contradictoire, séduisant et dépourvu de sens. Un monde ainsi constitué est le monde réel. Nous avons besoin de mensonges pour conquérir cette réalité, cette vérité. Voici ce que Nietzsche partageait à propos de la réalité. Je me demande alors, que doit-on voir en soi lorsque notre réalité est si différente de la norme occidentale? Aujourd'hui, on parle d'armes, de tueries, de drogue, de gangs, de rançons et d'argent. Aujourd'hui, on parle de Black Lagoon. Si tu te barres, je te coupe le zob et ton prépuce te servira de chapeau. Ouh, elle dire des choses bonnes à entendre, moi partager même avis. Mais c'est une église, non? Et alors? Dieu est absent aujourd'hui. À force de trop remuer la merde, on risque de se faire éclabousser. C'est pas des jumeaux qu'il y a, c'est un génie barbare. Regardez comme le rat s'empresse de quitter le navire. Le tube d'aspirine est encore plein. Faudrait peut-être revoir tes cours d'anatomie de 4e, madame. Je veux un tuyau pour pisser debout. Sous-estime jamais un col blanc japonais. Touche à ton cul, mon pote. Wagner, c'est de la merde. J'ai un petit lot de consolation qui te sera très agréable, crois-moi. Wow, mieux que du whisky. Oh que oui. Black Lagoon est un manga écrit et dessiné par Rei Hiroe, qui est sorti en 2001. Voici son résumé. Rokuro Kajima est un salarié japonais lambda. Lors d'un voyage d'affaires en mer de Chine, le navire de Rokuro est détourné par la compagnie Lagoon, un bateau pirate provenant de la ville de Rwanapur qui cherchait le disque qu'il transportait pour le remettre à l'hôtel de Moscou. Après avoir pris contact avec son patron, le chef de département Kageyama, Rokuro a été informé que le disque qu'il transportait contient le plan secret d'Asahi Industries pour développer des armes nucléaires pour un certain pays. La perte du disque créera un scandale qui entraînera la faillite de toute l'industrie. Afin de ne pas perdre la face, le patron de Rokuro lui demande de mourir aux mains des mercenaires. Tout espoir de retour étant perdu, Rokuro tombe dans le désespoir. Après avoir rencontré son patron, Kageyama, bien vivant, Rokuro a été invité à revenir dans l'industrie. Mais ne voulant pas retourner à l'entreprise qui a vendu sa vie pour un disque, Rokuro lui répète avec désinvolture les mots de Kageyama lui-même, disant qu'il est déjà un homme mort. Avec cela, Kageyama quitte Rokuro et retourne au Japon. Libre et sans attache, pour l'enchaîner, Rokuro décide de changer son nom pour Rock et commencer sa nouvelle vie dans la ville thaïlandaise infestée de crimes de Rwanapur et devient membre de la compagnie Lagoon. La compagnie Lagoon est composée de Dutch, un afro-américain très musclé, chauve, portant un gilet bras-balles vert, des treillis et des bottes militaires. Il aurait été un ancien membre de l'équipage d'un bateau fluvial dans la guerre du Vietnam. Puis Rebecca, alias Revi, alias Double Détente, est une femme sino-américaine à la peau légèrement bronzée et au caractère déchaîné. Et enfin, Benny, un ancien étudiant qui a décroché de l'université de Floride, où il a étudié l'ingénierie informatique, jusqu'à qu'il ait des ennuis avec les FBI et la mafia, et aurait fini mort si Revi ne l'avait pas sauvé. La compagnie Lagoon est une organisation de livraison. Ils livrent n'importe qui et n'importe quoi, tant qu'ils finissent par être payés. Cependant, chaque livraison apporte son lot de contestataires que la compagnie doit évincer pour amener cette dernière à bon port. Lorsque j'ai découvert cette œuvre, dans mon adolescence, je n'ai vu en elle qu'une œuvre mature, graphiquement et dans ses thèmes. Que ce soit la corruption, le sang, les mafias et les personnages charismatiques qui se tirent dessus. Mais ce n'était qu'en surface que j'appréciais cela. C'est dénoté de la plupart des animés que je regardais, c'est-à-dire des comédies, /romances ou des shonen. Des années plus tard, lors de mon revisionnage, je réalise à présent ce qui m'a accroché dans cet animé, et je découvre un autre niveau de lecture. Il est difficile de quitter une œuvre comme Black Lagoon. Tout paraît si réel, que ce soit les personnages, la ville
et les conflits qui les unissent. Le reste de mon monologue sera dédié à la découverte de Black Lagoon. Il n'y aura aucune divulgation. Toutefois, je peux faire des erreurs. Et si certains préfèrent aborder l'œuvre sans avoir aucune arrière-pensée, il sera judicieux de vous arrêter ici. Mais pour ceux qui continuent, commençons tout d'abord par le lieu dans lequel se déroule la majeure partie de l'anime, la ville de Rouanapur. Désolé. Un enfant de ton âge ne devrait jamais voir Rouanapura. Et encore moins la nuit. La ville portuaire de Rouanapur est une ville fictive, mais tellement ancrée dans notre monde par divers codes qu'elle en paraît réelle. Elle se situe au sud de la Thaïlande. En son sein, elle est dirigée par 4 grands groupes. L'hôtel de Moscou, une mafia russe commandée par Mademoiselle Balalaïka, la triade hongkongaise, dirigée par Monsieur Chang, le cartel colombien et l'église de l'arnaque, ou son autre nom, l'église de la violence, représentée par Sœur Yolanda. Cependant, d'autres individus non affiliés ont aussi vu le jour. On peut citer notamment Sawyer la nettoyeuse, Lotten le magicien, ou encore Hansel et Gretel. Mais il n'y a pas que ces localisations qui soient ancrées dans le réel. 35 ans avant les événements de la série, Rouanapur était une ville portuaire laissée à l'abandon avant que l'armée japonaise l'utilise comme base navale durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre du Vietnam, les déserteurs et les perdants de la guerre se sont réfugiés et ont été rejoints par les pires criminels de la planète. Prostituées, toxicomanes, mercenaires, tueurs et psychopathes de toute nationalité composent la population de Rouanapur. Rouanapur est accessible par 2 voies, la voie terrestre et la voie maritime. On peut accéder à Rouanapur depuis le continent grâce à un pont. À l'extrémité de ce pont, il y a une corde pendue, flottant au vent. Cette corde avertit les visiteurs qui veulent se rendre à Rouanapur qu'ils doivent s'attendre à tout s'ils entrent dans la ville de l'enfer. Si vous accédez par la voie maritime, à l'entrée du golfe qui mène au port de Rouanapur, se trouve une statue en ruine, représentant Bouddha, qui est censé apporter la paix au monde. On y remarque très clairement les yeux érodés du Bouddha, ayant abandonné toute foi en cette ville. Dans la série, plusieurs forces militaires ou politiques, comme l'armée américaine ou les grandes entreprises japonaises, font face à Rouanapur, et chacun conclut qu'il est préférable de rester loin de cette ville. Les sentiments que j'ai eus face à cette ville sont comparables à ceux que j'ai ressentis face au Gotham de Matt Reeves dans les derniers Batman. Une ville noire qui est à la limite entre fiction et réalité. Et pourtant, le plus frappant est que l'on a presque envie d'y vivre dans cette ville. La ville et ses alentours m'ont procuré un sentiment de liberté. Par exemple, les dalles brûlantes sur lesquelles Rock marche pour remplir une commande de Dutch passant de marché en marché. Ou le bleu turquoise de la mer de Chine, tandis qu'une légère brise caresse les personnages sur le lance-torpille. Cela change de la vie monotone que l'on peut trouver ici sur le continent. Comment une ville peut à la fois être si rafraîchissante et si létale, et néanmoins, qu'en est-il des personnages ? Une question me tourmentait au fur et à mesure du visionnage de la série. Comment arrivais-je à m'identifier aux personnages de la série ? Au premier abord, on a affaire à des criminels, des tueurs et des psychopathes. Ils sont à l'opposé de ce que nous, habitants de l'Occident, sommes. Et justement, c'est la première barrière que l'anime a réussi à faire tomber. Lorsque Rock devient membre de la compagnie Lagoon et débarque à Rouanapur, nous sommes tout autant embarqués avec lui. Lorsque l'on voit des enfants voleurs, des toxicomanes, et que l'on est spectateur de l'association entre la compagnie Lagoon et des criminels, nous changeons de perspective et adoptons un nouveau postulat. En somme, nous sommes des habitants de Rouanapur. Et tout ceci est notre quotidien désormais. Nous allons suivre le développement de Rock alors qu'il fait face à Rouanapur et ses habitants,
lui venant d'un autre monde où ceci n'existe pas. Et il en est tout d'abord effrayé. Mais qui ne le serait pas? Une ville sans foi ni loi, où seul l'argent en est le maire. Mais il croisera la route des personnages au fur et à mesure de son séjour, qui témoigneront, chacun de leur tour, la façon dont ils voient Ranapour et à quel point cette ville est reliée à leur histoire personnelle. Une question reste donc en suspens. Comment peut-on décemment vivre dans cette ville? Qu'a-t-il bien pu arriver à ces personnages pour qu'ils commettent de tels actes et que cela soit banalisé? Au fur et à mesure qu'on ne découvre les passés des personnages, Rock et nous comprenons que chacun d'entre eux a sa propre devise qui leur permet d'avancer dans la vie. Chaque personnage a sa manière de voir la sienne et cette vision est liée à leur identité et à leur vécu. Rock est un personnage plutôt calme, avenant et diplomate. Venant d'une société japonaise très quadrillée qui prône le groupe au détriment de l'individu, il n'a pas de devise propre. Il dit lui-même pendant ses premiers jours à Ranapour que pour l'instant, il vit dans le présent et qu'il se trouvera un jour. Néanmoins, n'ayant pas de devise lui-même, il est sensible à celle des autres. Comme il le fut dans le sous-marin face aux cadavres nazis ou face à la folie de Gretel. C'est une personne qui cherche avant tout à comprendre les autres pour mieux se comprendre lui-même, pour mieux comprendre pourquoi il n'a pas cherché à rentrer chez lui. Il a face à lui Rêvi, bruyante, colérique, cynique, mais surtout troublée, qui ne croit qu'en la force brute et la coercition pour arriver à ses fins. C'est une tueuse sans pitié. La plupart des habitants de Ranapour la voient ainsi. Cependant, ils ignorent tout autant les traumatismes psychologiques et émotionnels qui lui ont fait devenir ainsi. Mais Rock l'a vu. Contrairement à la plupart des autres personnages, Rock confronte Rêvi sur ses actions et les remet en cause, ce qui a pour conséquence de rouvrir ses cicatrices. Et c'est pourquoi elle se braque. Sa relation avec son passé est assez ambiguë, mais compréhensible. Elle va faire ressurgir des moments douloureux de son passé lorsqu'elle doit prendre les armes et ainsi convaincre Rock que la vie est cruelle. Mais elle n'ira jamais dans les détails. Elle a une aversion pour ceux qui prônent de l'empathie et prônent des idéaux de justice et d'égalité. Elle menace plusieurs fois Rock de le tuer s'il partage encore ses idées à la con. Cependant, elle n'est pas noyée dans le nihilisme. Elle sait qu'elle a beaucoup de cicatrices. Elle sait aussi qu'avec du temps, elle pourrait les guérir, mais choisit volontairement de ne pas le faire. C'est pourquoi elle voit en Rock une bouée de sauvetage. Si elle est incapable de s'en sortir elle-même, peut-être que quelqu'un qui a des idées de paix, d'amour et de diplomatie pourra la sauver. Elle déteste Rock pour sa naïveté, mais parfois, cette même naïveté et cette gentillesse trouvent en elle du réconfort. Comment peut-on changer de devise quand on est si affecté par son passé et que l'on vit à Ranapour qui nous le rappelle tout le temps? Peut-être que Rock en a la réponse. Je pourrais vous parler d'autres personnages, de Monsieur Chang, qui a une devise fixe, quelle que soit la situation ou la personne, comme Mademoiselle Balalaïka. Ou je pourrais aussi vous parler de Roberta, qui applique une ancienne devise afin d'en faire subsister une nouvelle, et Diego Lovelace, qui essaie de l'en empêcher. Ou encore des enfants que l'on surnomme Hansel et Gretel, qui à cause d'un passé extrême, n'en ont tiré qu'une devise autant extrême. Cela serait très intéressant, mais je risquerais de divulguer des informations importantes et ce n'est pas mon but. À la fin du dernier épisode de Black Lagoon, après avoir fermé Netflix, je me suis posé la question: quelle est ma devise? La première pensée qui surgit instinctivement de mon esprit fut l'amour, la paix, l'entente? Certes, mais pourquoi? Pourquoi celle-ci en particulier? Je compris finalement que cette pensée était automatique. Elle n'était pas l'aboutissement d'une réflexion personnelle, mais plutôt l'écho du soft power universel, l'écho de mon environnement social. Mais ce n'était pas l'écho de ma personne. Je me demandais plus tard, faut-il avoir un passé horrible pour excuser une devise horrible? Je partageais plutôt le sentiment de liberté que j'ai ressenti face à cette œuvre. Une terre sans foi ni loi, juste des compromis et de l'argent. Ça semble exister, mais tout en étant vraiment étrange. Cela me fait réfléchir sur le fait que la société dans laquelle on vit est aussi finalement très quadrillée entre les lois pénales et celles qu'on se martèle dans la tête. Je me suis laissé penser en regardant cet animé qu'il serait peut-être pas plus mal de vivre comme les personnages.
Bien sûr, pas au point de tuer. Mais d'où tient-je cette certitude? Tout comme le personnage de Rock finalement, je suis fasciné par ce qu'il existe en dehors du cadre. Est-ce l'expression de ma devise qui remonte en moi? D'ailleurs, la choisit-on? Suis-je un loup pour moi-même? J'ai eu une éducation religieuse étant petit. Cela explique les interdits. Mais maintenant que je m'en suis distanté par mon propre chef, puis-je redéfinir ma devise moi-même? En tout cas, je ne pense pas que la mienne, si elle existe, serait comme celle de la France. 3 mots et énormément d'interprétations. J'ai aussi revisionné un film japonais, A Family, qui aborde le même thème. Mais je pense que celui-ci pose une différente question. Comment maintenir sa devise face à la société? Après tout, nous vivons dans des environnements qui nous influencent et qu'on influence en retour. Pouvons-nous abandonner une devise car elle heurte nos proches malgré qu'elle nous définisse? Voilà ce que je voulais vous partager. Des interrogations, les miennes surtout. J'espère avoir développé les vôtres, ou à minima, vous avoir donné l'envie de voir les 2 œuvres dont j'ai parlé. Quelle est votre devise? Se résume-t-elle en mots, ou peut-être en actes? Ou encore que sais-je? Merci de m'avoir écouté et accompagné ma réflexion jusqu'à la fin. Je ne peux savoir ce qu'on voit en soi lorsque notre devise est très différente de celle des autres. Mais cela doit être très compliqué. Il n'existe pas de hiérarchie de la souffrance. Et chacune de nos existences est unique. Alors peut-être que parmi nous, existe-t-il des personnes semblables aux personnages de Black Lagoon? Je ne cherche pas non plus à minimiser les souffrances personnelles et quotidiennes que l'on a vécues. Peut-être que je me pose ces questions pour autrui, pour ne pas étaler mes propres cicatrices. Dans une note positive, je pense que chacun avance à sa manière, face à son passé et à côté de son avenir. Merci d'avoir suivi le podcast de La Lanterne. Je posterai des épisodes en fonction de mes lectures et de mes envies. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un tour sur l'Instagram du même nom. À bientôt pour de nouvelles réflexions sur La Lanterne.